Dans la partie précédente, nous avons étudié les propriétés des objets quantiques, leurs caractéristiques et la façon dont ils se démarquent des objets à notre échelle, comme les billes, les autos ou les fusées. Les objets quantiques en particulier ont un côté paradoxal, puisque par exemple, selon les circonstances, on peut les considérer comme des ondes ou comme des particules. Nous avons étudié en détail cette dualité onde-corpuscule et montré comment, malgré cela, on peut décrire la dynamique de ces objets, l'évolution au cours du temps de leur position et de leur vitesse, leur énergie, etc. Nous avons vu comment ces objets-là, lorsqu'ils sont confinés, apparaissent avec des états quantiques, c'est-à-dire des états d'énergie bien discrets. Mais dans l'univers, il y a 10 puissance 84 particules, l'univers visible. Bien sûr, toutes ces particules ne sont pas isolées les unes des autres, et donc nous allons aborder ce qu'on appelle les systèmes de particules quantiques, c'est-à-dire les particules qui sont en interaction les unes avec les autres. Et on va voir là aussi que la mécanique quantique va faire émerger des propriétés tout à fait fascinantes. Alors, un petit rappel, si on considère notre espace à nous, notre espace physique, l'espace du laboratoire, à 3 dimensions, quand on étudie les particules classiques, par exemple une fusée ici, eh bien, elle est caractérisée par 3 nombres pour sa position, x, y, z, altitude, longitude, latitude, par exemple, et 3 nombres pour caractériser sa vitesse dans les 3 directions. Bien sûr, chaque objet a des caractéristiques fixes, comme sa masse, la charge, etc. Et puis, ces nombres-là évoluent au cours du temps selon les équations de la dynamique classique, les équations de Newton. Les fonctions d'onde vont être décrites de manière complètement différente, puisque toute leur propriété dynamique de leur évolution est décrite par une fonction mathématique psi, qu'on appelle la fonction d'onde, qui contient toutes les informations possibles sur la position et la vitesse de la particule, par exemple, et duquel aussi on peut déduire toutes les informations possibles sur son énergie, etc. Cette fonction d'onde est complexe au sens mathématique du terme, puisqu'elle a une partie réelle et une partie imaginaire, et bien sûr, les particules quantiques, elles aussi, ont des caractéristiques fixes, comme leur masse, leur charge ou leur spin. Dans la partie précédente, nous avons vu que les fonctions d'onde peuvent être étudiées à partir de l'équation de Schrödinger, qui va déterminer l'évolution de cette fonction d'onde, et donc pour moi, pouvoir prédire le comportement de ces objets quantiques. Sauf que, quand on veut extraire de la fonction d'onde les observables qui sont pertinentes à notre échelle, c'est un processus mathématique qui fait agir des opérateurs sur cette fonction d'onde et qui la modifie. Ceci est à l'origine, notamment, des problèmes qui empêchent les mesures simultanées de position et de vitesse des particules. Ceci étant dit, maintenant, nous allons aborder l'étude des particules quantiques lorsqu'elles interagissent ensemble, c'est-à-dire la fonction d'onde des particules en interaction. Alors, premier principe, c'est que nous avons vu précédemment que les particules quantiques sont indiscernables, ce qui n'est pas le cas des particules classiques. Si on prend 2 billes, par exemple, une bille rouge et une bille bleue, une bille 1 et une bille 2, qui interagissent, qui font un choc, elles ne sont pas superposables. Donc lors du choc, on peut les suivre individuellement et donc distinguer le cas où la bille 1 bleue sort vers en haut ou la bille 1 bleue sort vers le bas. Donc il y a 2 processus qui sont classiquement bien discernables. Ce n'est plus du tout le cas en mécanique quantique, puisque si 2 objets quantiques, par exemple un électron 1, un électron 2, chacun avec sa fonction d'onde, s'ils interagissent, eh bien, à l'issue, il va y avoir un objet décrit par une fonction d'onde qui est fonction d'onde des 2 particules et qui est ce qu'on appelle la fonction d'onde corrélée qui contient l'information du couple des deux électrons. Et comme ces électrons sont indiscernables, il est impossible de savoir lequel est le 1 et lequel est le 2. Et on va voir qu'en regardant les symétries de cette fonction d'onde-là, on va découvrir un phénomène ultra important qui est à l'origine de la stabilité de notre univers.
je reprends ici le schéma des deux électrons, sachant qu'en sortie, je ne sais pas qui est l'électron 1, qui est l'électron 2. Nous avons vu plus loin que la fonction d'onde n'est pas détectable dans le laboratoire. Ce que l'on peut étudier dans le laboratoire, c'est ce qu'on appelle la probabilité de présence de l'électron, c'est-à-dire, en termes mathématiques, le module au carré de cette fonction d'onde. Les deux électrons ont interagi, on a une fonction qui va dépendre R1, une première position, R2, une deuxième position. Sachant que les deux électrons ne sont pas discernables, la probabilité de présence d'avoir R1 à gauche et R2 à droite doit être égale à la même probabilité avec R2 à gauche et R1 à droite. Donc ceci c'est pour les carrés. Pour avoir l'égalité de ces carrés-là, eh bien, il ne suffit pas d'avoir fait beaucoup d'études mathématiques pour comprendre qu'il y a deux solutions possibles. Cela veut dire soit que psi de R1 R2 est égal à plus psi de R2 R1, ou à moins. Les deux cas, quand on élève au carré, on obtiendra le bon résultat. Ces simples constatations, elles ouvrent sur des paysages et des conséquences absolument gigantesques pour la physique de l'infiniment petit et aussi donc pour la stabilité de notre univers. Parce qu'on va distinguer deux sortes de particules, celle dont la fonction d'onde est symétrique, c'est-à-dire ne change pas de signe quand on permute les variables de position, et celles qui sont antisymétriques, celles pour lesquelles elles changent de signe. Alors, deux cas qui vont être distingués et qui vont faire montrer des possibilités tout à fait extraordinaires. Les fonctions d'onde sont superposables. Donc, a priori, il n'y a aucun obstacle pour faire que R1 et R2 soient aussi proches l'un que l'autre. Donc, si on fait dans l'hypothèse qu'on rapproche indéfiniment R1 et R2, que se passe-t-il? Si la fonction est symétrique en R1 et R2, on obtient ce qu'on appelle une tautologie, c'est-à-dire que psi de RR est égal à psi de RR. Donc psi peut avoir n'importe quelle valeur. En revanche, si on fait l'opération avec la fonction d'onde antisymétrique, là, la seule solution possible, c'est que la fonction d'onde s'annule. Donc la probabilité que les deux particules aient des probabilités de présence l'une sur l'autre est nulle. C'est l'origine de ce qu'on appellera le principe de Pauli, qui est le principe qui empêche les particules de ce type-là d'occuper les mêmes zones de l'espace quantique. Les particules symétriques, quand des fonctions d'onde symétriques, sont les bosons, du nom d'un jeune physicien indien qui s'appelle Bose, et qui a écrit Einstein à propos de statistiques de ce type de particules, et qui avait donc attiré l'attention d'Einstein sur ces propriétés-là. Et à tous les deux, ils ont publié un article qui donne la notion de cette physique-là qu'on appelle la physique des bosons, la physique de Bose-Einstein. Et les autres particules qui sont antisymétriques, ce sont des fermions, du nom de Fermi, un physicien italien. Alors, fermions et bosons ont des propriétés dramatiquement différentes. Et en particulier, les fermions vont montrer une propriété qu'on appelle le principe de Pauli, qui était un physicien allemand qui a étudié ces phénomènes-là vers les années 1930. C'est que Pauli a dit que pour les particules qui sont de type fermion, il a observé ce qu'on appelle un principe d'exclusion. Ça veut dire que, comme on l'a vu, la fonction d'onde de deux particules s'annule lorsque on veut superposer les deux particules. Donc, chaque fermion ne peut occuper qu'une seule zone de l'espace quantique. Si on joue aux chaises musicales, chaque fermion doit avoir son siège et il est impossible de mettre deux fermions dans le même siège. Alors, ces propriétés des fermions sont essentielles parce que les fermions, on le verra plus tard, sont les constituants de la matière qui constituent notre univers. Et donc, c'est le garant de la stabilité de notre matière parce que si toutes les particules de matière pouvaient se superposer l'une sur l'autre, on pourrait ramener l'univers à un seul état. Donc, le principe d'exclusion de Pauli est aussi à l'origine donc du fait que l'univers a une certaine amplitude, un certain volume, du fait de l'exclusion qu'ont les fermions entre eux.
En revanche, les bosons, eux, au contraire, n'ont aucune contrainte et peuvent s'empiler autant qu'on veut et aussi nombreux qu'ils veulent dans le même état quantique. Et les bosons, eux, sont les véhicules, on le verra, des interactions entre fermions. Donc, les interactions ne sont pas limitées par des principes d'exclusion. Bosons-fermions, liés à la symétrie des fonctions d'onde, sont des propriétés quantiques qui n'ont pas du tout d'équivalent en physique classique et qui résultent de propriétés des fonctions d'onde dans l'espace abstrait. Et ces propriétés dans l'espace abstrait ont des conséquences sur les objets dans notre nature. En effet, par exemple, la chimie n'existerait pas s'il n'y avait pas le principe de Pauli, puisque nous avons vu, par exemple, qu'un atome est constitué d'un noyau de protons-neutrons de charge positive, autour duquel, c'est une image, ce n'est pas une orbite, autour duquel se répartissent des électrons. Eh bien, selon différents niveaux, s'il n'y avait pas le principe de Pauli, tous les électrons auraient tendance à se mettre sur le premier niveau, le niveau le plus bas. Et donc, tous les éléments auraient les mêmes propriétés chimiques. Le fait qu'il y ait le principe de Pauli va faire que les électrons se répartissent en couches qui se remplissent successivement et les propriétés de la dernière couche sont celles qui vont déterminer des propriétés chimiques des éléments. Si une couche est très incomplète, les électrons qui sont dessus auront tendance à être mobiles, l'atome aura tendance à se libérer de ces électrons. En revanche, lorsque la dernière couche est quasi complète, eh bien, l'atome aura tendance à capturer des électrons pour compléter les couches. C'est ce qui donne la grande table de Mendeleïev, qui est ni plus ni moins que la répartition des atomes en fonction du nombre d'électrons permis ou autorisés sur leur couche, sachant qu'à l'extrême droite, vous avez ce qu'on appelle les gaz rares, hélium, néon, argon, krypton, xénon, qui ont toutes leurs couches complètes et qui font montre d'une très grande stabilité chimique, alors que plutôt sur la droite, vous avez les éléments qui ont les couches presque complètes et qui sont plutôt tentés de capturer des électrons pour aller vers les couches complètes comme les gaz rares. De l'autre côté, vous avez au contraire les éléments qui commencent à remplir leurs couches, donc qui ont des couches très incomplètes et qui auront plutôt tendance à se libérer de leurs électrons. Donc vous comprenez que toute la chimie va faire que les éléments qui sont plutôt donneurs d'électrons vont s'associer avec les accepteurs d'électrons pour former des composés chimiques stables comme Na, le sodium, qui donne un électron au chlore, Cl, pour faire le chlorure de sodium, qui est le sel de cuisine. Donc, principe de Pauli à la base de la constitution des éléments chimiques qui composent notre univers. Maintenant, regardons la fonction d'onde. Nous avons vu que dans beaucoup de cas, elle est solution de l'équation dite de Schrödinger. Eh bien, cette équation de Schrödinger, qui est très puissante, cependant a des fortes limitations, puisqu'elle n'est pas relativiste. L'expression de l'énergie qui apparaît dans l'opérateur est une expression classique, qui ne tient pas compte des effets relativistes. Elle n'est valable que pour les masses au repos, que pour des particules qui ont une masse au repos, non nulle, et beaucoup d'autres limitations lorsqu'on veut l'utiliser pour les hautes énergies. Donc, dès 1925, et même déjà un petit peu avant, beaucoup de physiciens se sont attachés à l'étude de fonctions d'onde plus larges que la fonction d'onde de Schrödinger, qui se ramènerait à l'échelle de Schrödinger pour les basses énergies et qui permettrait de couvrir un plus grand domaine d'observation. Alors, il y a eu deux générations. La première génération, toute proche des années 30, qui ont cherché à introduire la relativité restreinte, faire que l'équation de Schrödinger devienne compatible avec la relativité restreinte. Ces deux équations, l'équation de Dirac pour les fermions et Klein-Gordon pour les bosons, ont été dérivées. Et on va voir que le souhait purement mathématique de rendre l'équation de Schrödinger compatible avec la relativité restreinte va faire découvrir de nombreux aspects qui ont été vérifiés ensuite par l'expérience.
La deuxième génération, qui sera beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, qui naîtra à partir des années 30-40, qui sera établie autour des années 50, puis jusqu'à l'an 2000, ce sont ce qu'on appelle la théorie des champs, qui sont des extensions, puisque l'équation de Schrödinger, par exemple, considère bien sûr des particules quantiques, mais qui interagissent entre elles par des forces tout à fait classiques, par les forces de l'électromagnétisme. Or, les théories des champs vont introduire aussi de la mécanique quantique dans les interactions entre les particules. Non seulement les particules elles-mêmes, mais leurs interactions sont traitées. Et ce sont des outils très très puissants qui ont permis d'affiner les prédictions expérimentales. Par contre, on n'a jamais pas encore réussi à marier la mécanique quantique avec la relativité générale, et c'est tous les travaux qui sont en cours et qui seraient nécessaires pour mieux étudier, par exemple, la formation de l'univers au niveau de Big Bang ou étudier ce qui se passe dans les trous noirs. Alors, tout ce travail, disons, pour rendre cohérent la mécanique quantique avec la relativité restreinte, a eu des conséquences absolument époustouflantes et inattendues. Par exemple, la découverte de l'antimatière, puisque lorsque Dirac a écrit son équation, il a vu que son équation ne traitait pas les fonctions d'onde une par une, mais obtenait des fonctions par paquet de 4, la fonction d'onde avec 4 composants. Alors, il y en avait 2 qui correspondaient à des énergies positives qui lui ont permis de découvrir la notion de spin. Il a montré que le spin d'électrons, cette espèce d'orientation qu'on traduisait jadis par une espèce de rotation, comme un petit moment magnétique, eh bien, l'électron peut avoir un spin orienté vers le haut ou vers le bas. Eh bien, ça, c'est une équation directe de l'équation de Dirac. C'est une conséquence directe d'introduire la relativité restreinte dans la mécanique quantique. Donc, sur les 4, il y a 2 composantes de la fonction d'onde qui décrivent bien, pour les fermions, la particule, les 2 spins possibles pour l'électron ou la particule de type de Fermi. Par contre, il y avait 2 autres solutions qui correspondaient à des énergies négatives ou à des charges pour l'électron positives, ce qui n'existe pas. Dans un premier temps, Dirac a laissé tomber ces équations en disant elles n'ont pas de sens physique. Mais Dirac était un génie, n'a pas pu laisser ça, il a vraiment étudié, et assez vite il s'est convaincu que ces solutions bizarres n'étaient pas si bizarres que ça, et décrivaient des particules qui avaient des propriétés très originales, par exemple de remonter le temps, d'avoir des énergies négatives, d'avoir des charges opposées à la particule. Donc il venait de découvrir l'antimatière, qui est le symétrique complet de la matière. Et cette antimatière a été découverte quelques années plus tard dans les rayons cosmiques, les rayons qui nous viennent de l'espace à très haute énergie, sachant que toute particule de matière a son antiparticule d'antimatière, sauf certaines, comme les photons ou d'autres, qui sont à la fois particules et antiparticules. Quand une particule rencontre son antiparticule, à ce moment-là, il se produit un phénomène extrêmement violent qui est l'annihilation des 2 particules en énergie pure sous forme de 2 photons de très haute énergie, et dont l'énergie est très simple puisqu'elle correspond à 2 fois le MC2 des 2 électrons. Alors, ces créations de photons sont par exemple une signature des collisions de matière-antimatière et sont utilisées par exemple en imagerie médicale. Vous avez sans doute entendu parler de la tomographie par positron, qui est la technique d'imagerie médicale dans laquelle on incorpore un atome radioactif de fluor 18 dans des sucres qu'on injecte aux malades. Et comme les cancers, notamment, consomment beaucoup de sucre, ce sucre-là, avec son atome radioactif, va se fixer de manière préférentielle dans les zones cancéreuses. Or, le fluor, avec une durée de vie très rapide, va se décomposer en oxygène 18 et en un anti-électron, un électron d'antimatière. Cet électron est un neutrino. Cet électron d'antimatière va automatiquement rencontrer dans son entourage beaucoup d'électrons,
et va donc s'annihiler en émettant deux photons, et ce sont ces deux photons qui sont détectés, diamétralement opposés, qui sont détectés par le détecteur, et qui permettent de reconstruire à l'endroit où le fluor 19 s'est désintégré. C'est ainsi qu'on peut avoir ici comme une image que vous trouverez dans les dossiers du CEA sur la tomographie par positron, qui permet de reconstituer ici les lieux d'émission du fluor 19 qui correspondent à des zones où le sucre a été préférentiellement s'est fixé préférentiellement sur les cellules. Donc l'antimatière existe, on l'observe dans les rayons cosmiques, on l'observe, on l'utilise par radioactivité en imagerie médicale. Alors maintenant, les particules quantiques, si elles interagissent, c'est signe qu'elles sont liées par des forces. En physique classique, on connaît deux forces principales, la gravitation, qui est donc ce qu'on appelle la pesanteur, qui est toujours attractive, et on a vu les forces électromagnétiques, qui sont liées aux charges électriques, qui ont une valeur positive ou négative, et qui peuvent être donc des forces répulsives ou attractives. Eh bien, ces deux types de forces, on appelle ça des forces de portée infinie, parce que même si elles se diminuent très rapidement avec la distance, elles ne sont pas mathématiquement nulles, puisque elles sont en décroissance en 1 sur le carré de la distance. Donc, si on augmente la distance, elles diminuent fortement, mais elles ne sont jamais nulles. Donc, on dira que leur portée est infinie. Ces deux, on a un instrument pour mesurer leur intensité. On verra qu'il y a une autre interaction qui a la valeur 1. Eh bien, par rapport au maximum, l'électromagnétisme est 100 fois plus faible et la gravitation 10 puissance moins 39 fois plus faible, ce qui est extrêmement petit. Mais pourquoi la gravitation à notre échelle joue un grand rôle? C'est parce que la matière est composée d'énormément d'atomes et comme la gravitation est toujours attractive, toutes les forces d'attraction s'ajoutent, et donc à notre échelle, on ressent beaucoup l'attraction de la gravité. Par contre, sauf dans certains cas très particuliers, l'électromagnétisme, nous ne le sentons même pas. Autour de nous, nous ne sentons pas attirés par des charges positives ou négatives, puisque globalement, à notre échelle, il y a autant de particules positives que négatives, de signes positifs ou signes négatifs. Donc en moyenne, toute la matière qui nous entoure est neutre, et donc on ne ressent pas beaucoup l'électromagnétisme, sauf lorsqu'on crée des courants électriques, etc. Ça, c'est la physique classique. La physique quantique va montrer que les particules élémentaires, les particules fondamentales, sont sujettes à 4 types de forces, et 4 seulement, plus une qu'on vient de découvrir qui clôt un peu la famille des forces possibles. Les particules quantiques, comme les autres, subissent la gravitation, mais elles sont tellement légères et l'attraction tellement faible que la gravitation ne joue aucun rôle au niveau quantique, au niveau de l'infiniment petit. L'électromagnétisme, lui, par contre, va jouer parce que c'est une forte intensité et on va voir qu'elle joue un rôle dans la constitution de l'atome ou des molécules et dans toute la stabilité de la matière. Les deux nouvelles forces qui ont été découvertes progressivement sont d'une part ce qu'on appelle la force nucléaire forte et la nucléaire faible. La nucléaire forte, on va voir, c'est celle qui assure la cohésion du noyau atomique, et donc surtout la cohésion des protons et des neutrons qu'elle compose. C'est elle qui est la plus intense, mais elle a une portée extrêmement faible, on verra qu'elle a une portée qui dépasse de très peu la taille du noyau, ou la taille du proton, et donc on dira que c'est une force de très courte portée, et puis la force nucléaire faible, qui n'est pas très intense, a en plus une portée très 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 faible, c'est ce qu'on appelle une force de contact. Donc très vite à notre échelle, la force nucléaire faible n'apparaît pas, et on verra que même la nucléaire forte ne sort pas, disons, n'a pas d'impact en dehors du noyau. Et puis, en 2012, on a découvert le boson de Higgs, qui était un champ de force nécessaire pour introduire la notion de masse dans toute la théorie qui est
évoqué précédemment, il n'y avait pas de mécanisme pour donner une masse à ces différentes particules, masse au repos. Toutes les masses étaient apparemment nulles, ce qui n'était pas la réalité. Donc on a découvert ce qu'on appelle le champ de Higgs, qui est analogue à un champ électrique ou magnétique, etc., qui est de portée très courte, mais qui a agi au début de l'univers pour assigner des masses aux particules, assigner une masse aux protons, à l'électron, etc. Donc nous sommes prêts maintenant à faire comme un Dieu créateur. Nous avons tous les Legos de base de l'univers, à partir duquel nous pouvons créer tous les éléments, toute la matière qui nous entoure. En violet ici, vous avez les 6 quarks, qui sont 6 fermions, qui sont lourds, et qui sont donc, on appelle ça des particules lourdes, des baryons, qui sont les constituants donc des protons et des neutrons, et des particules qui constituent le noyau, sachant que seuls le U et le D sont actifs à notre échelle, les autres, les 4 autres, n'interagissent qu'à très haute énergie, soit au début de l'univers, au niveau du Big Bang, ou dans les accélérateurs de particules, comme actuellement au CERN. Donc U et D sont les 2 quarks de base de notre matière, et ils interagissent par l'intermédiaire de l'interaction forte, par l'intermédiaire du gluon. Ensuite, vous avez des particules qui sont beaucoup plus légères, des leptons. Il y a la famille de l'électron et la famille de neutrinos. Les neutrinos, eux, sont neutres, comme leur nom l'indique, très légers. Et les électrons, eux, sont négatifs et interviennent dans toute la physique atomique, puisque c'est eux qui composent le cortège atomique, le cortège d'électrons des atomes. Le mu et le tau sont des électrons très 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 lourds, dont la durée de vie est très faible et qui jouent très peu de rôle à notre échelle. C'est le photon qui est le vecteur d'interaction électromagnétique entre les particules chargées, comme l'électron, les quarks qui ont des charges, etc. Et enfin, les bosons Z et W, qui sont ceux responsables de l'interaction faible nucléaire et qui sont des particules donc, de type boson, qui sont des véhicules de la force. Donc, le gluon est le véhicule de la force nucléaire forte qui colle les quarks. Les photons, c'est le véhicule de l'interaction électromagnétique qui qui introduit la force entre les particules chargées. Et puis les autres bosons sont ceux qui interviennent dans l'interaction nucléaire faible. Et puis il y a le boson de Higgs qui est intervenu au début du Big Bang pour déterminer les masses de toutes ces particules. Donc c'est un jeu de Lego. Si vous par exemple, on peut oublier toutes les particules qui ne jouent très peu de rôle ou aucun rôle dans notre univers qui est très froid par rapport au Big Bang. Et on peut donc faire toute une petite cuisine ou monter notre petit Lego. Par exemple, si vous voulez faire un proton, vous prenez 2 quarks U avec un quark D et vous les collez avec des gluons et vous avez un proton. Si vous voulez faire un neutron, vous prenez un quark U et 2 quarks D, vous les collez avec des gluons et ça forme un neutron. Donc le proton et le neutron sont constitués à partir de l'interaction forte portée par les gluons entre les quarks. Et si vous regardez les charges, etc., si vous faites les sommes qu'il faut, vous trouvez bien effectivement que le proton a une charge 1 et le neutron a une charge 0. Donc on peut, par combinaison, reconstruire la plupart des éléments qui constituent notre univers. Alors, dans ce schéma-là, on a oublié l'antimatière, et peut-être il faudrait dire que derrière cette figure-là, il faudrait mettre la même figure, presque la même figure, pour toutes les particules d'antimatière. Il y a un antiquark U, un antiquark C, un antiquark D, un anti-électron, un anti-mu, etc., etc. Seul, par exemple, le photon est à la fois sa particule de matière et d'antimatière. Donc 2 photons peuvent interagir sans s'annihiler. Mais les particules, notamment les baryons,
ont leur antimatière. La question qui se pose actuellement, c'est comment se fait-il que dans notre univers visible, apparemment il n'y a que de la matière, et la question se pose, c'est où est passée l'antimatière? C'est une question très très ouverte et qui pose des questions fondamentales sur la symétrie de la matière, notamment au Big Bang, aux alentours, tout début de l'univers. Il s'est produit un processus qui a fait que, a priori, il y aurait autant de matière et d'antimatière, et qui est un processus qui est progressivement favorisé la matière, et qui fait que l'antimatière n'apparaisse pas dans notre univers visible actuel. Il y a des tas de questions intéressantes, comme par exemple, ce qui n'est pas encore bien répondu, et qui a des expériences au CERN pour le faire, est-ce que l'antimatière subit la gravitation ou l'antigravitation? C'est une question ouverte. Et puis, parmi les questions aussi, eh bien, il y a évidemment le fait que la matière noire dont on a parlé en relativité, qui est cette matière qui colle les galaxies, est une matière qui n'apparaît pas dans ce tableau-là, puisqu'elle n'est pas composée de baryons. C'est une interrogation de savoir quelle est la nature de cette matière. Donc, nous avons les particules quantiques, nous avons fait le tableau des particules quantiques élémentaires qui, par recombinaison, permettent de reconstruire les atomes, les noyaux d'atomes, les molécules, etc., tout notre univers. Mais on va voir que, et on l'a déjà postulé, que quand deux particules quantiques interagissent, eh bien, elles vont superposer leur fonction d'onde. Eh bien, il faut comprendre que le principe de superposition, qui est un principe qui n'est valable que pour les particules quantiques, on ne peut pas superposer deux billes classiques. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par exemple que nous avons parlé des fermions qui ont un spin. Et ce spin a deux orientations possibles, qu'on symbolise par une flèche vers le haut ou vers le bas. Il y aura une fonction d'onde pour les électrons avec un spin vers le haut, il y aura une autre fonction d'onde pour les spins avec le spin vers le bas. On symbolise par ce petit schéma-là les fonctions d'onde des hauts et des bas. Eh bien, la mécanique quantique nous dit, si les deux états pour un électron sont possibles, toute combinaison linéaire de ces deux états sont aussi possibles. Donc, il est très possible pour une particule quantique d'être à peu près la moitié du temps vers le haut, la moitié du temps vers le bas, sachant que, bien sûr, quand on fera une expérience, eh bien, on trouvera soit le haut, soit le bas, en proportion des mélanges dans la fonction d'onde. Alors, cette propriété-là, qui a beaucoup intrigué, et qui est parfaitement démontrée depuis très longtemps, a fait poser des problèmes en disant, mais finalement, nous sommes composés de particules quantiques. Les organismes vivants sont sont des assemblages de particules quantiques. Pourquoi ne serions-nous pas, nous aussi, des superpositions, nous ayons plusieurs étapes possibles de superposition? C'est la fameuse parabole ou énigme dite du chat de Schrödinger. Schrödinger, pour critiquer un peu les interprétations de cette mélange d'ondes, a dit, mais c'est comme si vous me disiez qu'un chat peut être à la fois vivant ou mort. Est-ce qu'un chat, c'est quelque chose qui est 50% du temps vivant, 50% du temps mort? C'est pas possible. Il avait même inventé une expérience de pensée pour me démontrer l'absurdité de la chose. Donc, nous allons voir que le principe de superposition, qui s'applique pour les particules quantiques, va nous permettre de dériver des applications qui vont prendre leur essor au XXIe siècle, comme les ordinateurs quantiques ou la cryptographie quantique. En revanche, nous allons voir aussi pourquoi ces propriétés de superposition quantique disparaissent lorsqu'on traite des objets importants comme un corps humain ou même comme une poussière ou une bille. Alors, une parabole pour expliquer le principe des superpositions. Supposons que nous sommes dans un univers qui n'est que deux états, on est bleu ou on est jaune. Mais classiquement, les éléments de cet univers seront bleus ou jaunes, mais pas les deux à la fois. Dans un monde quantique, tous les états seront possibles. Donc, dans l'espace non observable, eh bien, quantique, cela veut dire que les particules pourraient être totalement bleues, totalement jaunes, ou un mélange, ou 80% jaune et bleu, tous les mélanges possibles.
Et quand on fera des expériences, eh bien, on trouvera bien sûr bleu ou jaune, et la probabilité de trouver la couleur sera proportionnelle aux proportions de couleurs dans le mélange. Donc, propriété dans l'espace des ondes, des équations d'ondes, qui se traduit par des résultats expérimentaux soumis à des lois de probabilité. Alors, nous allons arriver à la notion d'intrication quantique, qui est certainement un des aspects les plus mystérieux et les plus difficilement compréhensibles, mais qui est un effet avéré expérimentalement, ce qu'on appelle l'intrication. On a vu qu'un fermion peut avoir deux états, un état vers le haut, un état vers le bas. On peut préparer des fermions de telle sorte qu'on mette les deux fermions couplés tels que leur spin soit opposé. On ne dit pas si c'est vers le haut ou vers le bas, tous les mélanges sont possibles, mais au bilan, le spin total doit être nul. Eh bien, on suppose que donc on a créé un état qui est décrit par une seule fonction d'onde pour les deux fermions, couplés à un spin nul. Eh bien, si on sépare les deux particules sans détruire leur corrélation, par exemple en mettant une à Nantes et l'autre à Lyon, eh bien, on a donc une fonction d'onde qui est étendue dans l'espace et qui va faire que malgré tout, malgré l'écart, les deux particules ont toujours une corrélation, on va dire que leurs états sont intriqués. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par le fait que si on fait une mesure du spin de la particule qui est à Nantes, du coup, on va casser la fonction d'onde commune et on va déterminer la fonction d'onde du premier de l'électron qui est à Nantes. Alors, on a vu qu'il y a deux états possibles. Donc, dans 50% des cas à Nantes, on trouvera que le spin est vers le haut. Et alors, la grande surprise, c'est qu'on s'attendrait à ce que la probabilité soit la même de l'autre côté à Lyon, ce qui est faux, parce qu'on a vu qu'ils sont couplés à zéro. Donc, si on détermine le spin haut à Nantes, on trouvera 100% des cas le spin bas à Lyon. Et inversement, si on trouve le spin vers le bas à Nantes, on trouvera le spin haut à Lyon. Et ça, indépendamment de la distance et indépendamment de l'écart de temps. On a montré que la vitesse de la lumière n'est impossible, ne peut pas transférer l'information entre Nantes et Lyon suffisamment rapidement. Donc tout se passe comme si le fait de déterminer l'état de la particule couplée à Nantes, immédiatement, dans l'espace des phases, avait une implication sur l'autre particule. C'est donc un phénomène extraordinairement spécifiquement quantique et qu'on a beaucoup de peine à expliquer dans la mesure où il ne relève pas de ce qu'on pourrait appeler la physique causale. Il n'y a pas de lien de cause à effet qui ont le temps de se propager entre Nantes et Lyon pour propager l'information. Donc, l'intrication est une propriété spécifiquement quantique qui fait que les particules qui ont interagi, qui sont corrélées, gardent cette corrélation, elles sont intriquées, même si on les sépare dans l'espace. Alors, cette expérience a d'abord été faite une expérience de pensée, c'est Einstein qui avait imaginé ce genre en disant « et si on pouvait faire ça ?» Et il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour qu'on puisse effectivement faire l'expérience. Einstein a dit, vous voyez bien que votre théorie, elle n'est pas parfaite parce que ça ne marchera pas. Malheureusement pour Einstein, les expériences qui ont été faites avec des photons polarisés, avec des électrons, dans des tas de conditions, ont montré que Einstein avait tort et que l'effet tel qu'il est là est bien expérimentalement prouvé. Alors maintenant, si les électrons ou les particules qui ont été en interaction restent intriquées, restent corrélées, toutes les particules de l'univers visible ont été, au départ, dans cette phase extraordinairement chaude et dense, ont été vraiment très reliées les unes aux autres, et par conséquent, toutes les particules de l'univers devraient être intriquées et corrélées les unes aux autres. En fait, non. On va voir que le principe de superposition et l'intrication qui en résulte ne se manifestent pas à notre échelle. Pourquoi? Parce que cette intrication est très fragile, comme l'a démontré le physicien français Serge Haroche, et pour lequel il a eu le prix Nobel,
qui a démontré que cette intrication, eh bien, elle devient très vite caduque, elle disparaît. Donc, comme il l'a dit, la décohérence quantique explique que l'état de superposition ne peut être maintenu qu'en l'absence d'interaction avec l'environnement. Il est maintenu quand on a des particules relativement bien indisolubles, mais dès qu'on prend des systèmes de 1000 ou 2000 ou de particules en interaction et en interaction avec l'environnement, ça disparaît. Il a pu même faire le calcul pour démontrer quel est le temps il fallait pour détruire l'intrication. Et si vous regardez le tableau rapidement, vous verrez qu'il faut être... il n'y a que seules les petites molécules, les molécules, des objets de la taille de molécules dans le vide intergalactique avec le rayonnement du fond cosmique qui ont une durée de vie suffisante pour qu'elles soient sensibles à notre échelle. Dans tous les autres cas, soit parce qu'elles sont très grosses à l'échelle, ou soit parce qu'elles sont en interaction avec l'environnement, même dans le vide du laboratoire, même le vide parfait, mais avec les photons de l'éclairage, suffisent pour casser l'intrication entre les molécules. Donc ceci explique d'une part que l'intrication quantique existe, mais qu'elle est très fragile et qu'elle ne se manifeste plus, notamment à notre échelle, et que le chat, lui, ne peut pas être superposé dans un état mort ou vivant, il est soit mort, soit vivant. Alors ce principe de superposition quantique est la base de l'ordinateur quantique, puisque dans un ordinateur classique, on code l'information en 0 ou en 1, les bits d'information peuvent avoir que deux valeurs possibles, 0 ou 1. Eh bien, avec les ordinateurs quantiques, les bits d'information vont avoir tous les états possibles superposés entre les 0 et 1, qui démultiplient la puissance de calcul de manière extrêmement importante. Donc, c'est tous les développements technologiques actuels pour développer des ordinateurs quantiques qui sont nettement plus puissants que les ordinateurs classiques, du moins pour certains types de problèmes, pas pour tous, mais la grande difficulté technologique de ces ordinateurs, c'est d'isoler les particules quantiques de tout rayonnement, de tout environnement à température très basse pour que le temps du calcul, l'état de superposition ne soit pas détruit, comme l'avait prédit Serge Haroche. Les progrès se font, on a des ordinateurs de plus en plus puissants, sauf que, par exemple, ils ont quand même un taux d'erreur important, puisque l'intrication quelquefois disparaît, est cassée. Et donc il y a tout un travail technologique, mais à terme, les ordinateurs quantiques sont extrêmement puissants, beaucoup plus puissants que les ordinateurs classiques, du moins pour certaines classes de problèmes. Enfin, une autre application de la mécanique quantique, c'est la cryptographie, puisque si on échange des messages entre deux personnes par l'intermédiaire de paires de particules qui sont intriquées, toute tentative pour lire le message entre les deux personnes qui dialoguent cassera l'intrication, et donc il sera tout de suite possible de voir si le message a été intercepté ou pas. Donc cryptographie, ordinateur quantique sont certainement des aspects qui vont avoir des impacts technologiques dans les années à venir. Alors voilà, nous avons donc balayé très rapidement les propriétés des particules quantiques, décrites par leur fonction d'onde dans un espace abstrait. Nous avons vu comment les particules quantiques, lorsqu'elles sont corrélées, lorsqu'elles interagissent, les propriétés tout à fait nouvelles et tout à fait fantastiques qui arrivent, qui sont incompréhensibles dans un cadre classique, comme par exemple l'intrication. Et nous avons découvert que ces propriétés-là aussi débouchent sur les grandes familles de particules, les bosons et les fermions, et par exemple la découverte du spin, toutes propriétés qui sont largement utilisées dans le monde actuel, mais qui résultent de raisonnements purement mathématiques dans l'espace abstrait des fonctions d'onde. Donc la question se pose, est-ce que le monde quantique est réel? De quoi parle-t-on? Et là, il y a eu énormément de réflexions depuis les années 30, parce que autant la mécanique quantique est parfaitement prédictible, autant elle défie l'imagination, et d'autre part, elle paraît déconnectée de nos expériences quotidiennes.
Et certains amènent à se poser la question sur la réalité. Est-ce que la mécanique quantique décrit réellement le monde réel? Il y a deux grandes écoles, trois grandes écoles, disons, et les physiciens et philosophes ne sont toujours pas d'accord. Tous sont d'accord sur la capacité de la mécanique quantique à décrire notre monde et les bases de notre univers. En revanche, Einstein, de et Bohm, qui est plus récent, fait partie de la famille des physiciens qui ont dit, qui ont pensé, et qui, même si actuellement il y a de plus en plus d'arguments pour montrer qu'ils ont tort, que ce caractère paradoxal de la mécanique quantique résulte de son côté imperfect, de son imperfection, de son incomplétude, et qu'il pense qu'il y aura un jour une fonction d'onde, une mécanique ou une théorie plus large, plus complète, qui résoudra ces paradoxes apparents. Ce sont des réalistes. Ils pensent que la réalité objective existe et que si nous n'arrivons pas à la décrire parfaitement, c'est signe que la théorie n'est pas parfaite. Par contre, les orthodoxes, eux, qui sont souvent la majorité, disent que la nature en tant que telle n'est pas accessible directement et le rôle de la mécanique quantique eh bien, est juste seulement de prédire notre interaction, nous, objets macroscopiques, avec l'infiniment petit. Donc la mécanique quantique, c'est la théorie qui ne cherche pas à décrire la réalité quantique qui nous est inatteignable, mais à traduire le résultat des expériences qu'on peut faire sur elle. Et il faut dire que de nombreux... Les réalistes avaient mis, ont fait avec Einstein et d'autres, avaient émis de nombreuses expériences de pensée pour montrer qu'ils avaient raison, mais la plupart du temps, toutes les expériences qu'on a pu faire réellement ont démontré qu'ils avaient tort. Mais malgré tout, les orthodoxes, ils se posent des problèmes d'interprétation qui sont notamment quelle est la nature de cette interaction entre l'espace du laboratoire, où on mesure les choses, et cet espace des phases des fonctions d'onde. Et puis il y a d'autres, beaucoup d'autres. Si vous allez dans Wikipédia, vous verrez que dans l'interprétation de la mécanique quantique, vous verrez qu'il y a une vingtaine d'interprétations possibles. Il y a d'autres, comme celle déterminée par Wheeler ou par Hugh Everett, qui sont par exemple la théorie des univers multiples, en disant par exemple quand on mesure le spin d'un électron et qu'on trouve une valeur parmi les deux possibles, eh bien on a l'impression que notre mesure détruit le monde, intervient. En fait, après notre mesure, le monde continue, il se dédouble. Il y a un monde avec l'électron, avec le spin en haut, dans lequel nous sommes, parce que c'est là que nous avons observé, et un autre monde qui poursuit sa vie, où l'électron et le spin en bas, mais nous ne le verrons jamais, parce que nous ne sommes pas dans ce monde. Donc les univers multiples, pour parler très succinctement, quelque part suppose que l'intervention de l'observateur dans l'infiniment petit donne des résultats en guidant parmi les choix possibles l'univers dans lequel nous sommes, et puis que les autres valeurs possibles sont dans d'autres univers qui poursuivent leur vie de manière indépendante. Ceci est extraordinairement difficile à expliquer, extraordinairement difficile à formaliser. Pourtant, il y a de nombreuses personnes qui travaillent et qui pensent que la théorie des univers multiples est peut-être une explication au caractère paradoxal de la mécanique quantique. Voilà, nous avons terminé ce grand tour sur la mécanique quantique, qui est certainement un exercice extraordinairement difficile, parce que, comme on l'a vu, la mécanique quantique décrit l'infiniment petit, et décrit un monde qui n'est pas du tout réductible aux observables et aux caractéristiques du monde à notre échelle. Et la mécanique quantique est une espèce de passerelle entre ce monde infiniment petit, difficilement perceptible, difficilement inimaginable, et la mécanique quantique est l'outil extraordinairement performant qui permet quand même de prévoir son évolution et d'en sortir les mesures et les expériences qui sont à la base de notre civilisation, de l'information et de la communication, et qui vont certainement à l'avenir influencer encore plus fortement cette civilisation technique avec l'invention de l'ordinateur quantique, par exemple. Voilà.